Ben, normalement, je suis de retour avec vous, les devs. Ça doit marcher. Là-dessus, c'est bon aussi. Yes. Ça, ça, c'est bon. Et hop là. Et Thomas, juste j'y pense, vous avez eu des retours hier pendant votre réunion sur la certif, sur les dates? Non, j'attends de voir avec Vincent. Et dès qu'on a des infos, ça devrait pas tarder là. J'espère aujourd'hui, demain, sinon début de semaine prochaine, qu'on soit fixé par rapport aux dates. Ouais. Mais pas d'infos pour l'instant. Ok, ok. Alors, je vais reprendre, on va reprendre cet index. Qu'est-ce qu'on avait dessus? Ouais, celui-là on peut le laisser. On va le garder. Ou alors, pour m'éviter de refaire un projet, je le duplique et je supprime quelques petits trucs. L'idée surtout, mais on va le garder, tout fonctionne. Donc, ouais, on va faire un index 2. Ce sera mieux. Donc, je fais un index 2 pour être juste un peu plus à l'aise. Je vais faire un main 2 aussi. Je vais garder quelques trucs, mais je vais en enlever certains. Ça, on peut garder, ça aussi. Ça, on peut supprimer. Voilà, j'ai tous mes morceaux de code d'hier. J'en ai supprimé certains qui servent à rien. Sur l'index 2, je vais charger en bas ici le main 2.js. Et puis c'est bon. Il est là. Et du coup, le peu que j'ai supprimé me modifie pas mon pop-up, enfin mon loading, mon smooth scroll, mon back to top, et en bas normalement. Bon, j'ai mon slide aussi et ma fenêtre modale. Tout ça c'est bon. Et du coup, l'idée c'est aujourd'hui de se pencher sur la fonction Ajax.
elles sont là, dans la doc. À quoi ça sert? Ça sert à faire des requêtes, l'Ajax, sur des fichiers PHP par exemple, à leur envoyer des données. Et on pourrait aller faire sans chargement de page, juste en faisant de l'actualisation de données avec JavaScript, une page login, un enregistrement de compte. En fait, on peut faire toutes ces requêtes-là, get, post en PHP, on peut les passer avec Ajax en JavaScript sans rechargement de page. Donc ça fait une page dynamique, ça blinde pas le serveur de requêtes de gens qui veulent aller sur tel et tel contenu et qui vont recharger à chaque fois une page. Et puis c'est du JS, donc ça va vite. Les calculs sur le JS, on peut les faire passer sur le navigateur de l'utilisateur plutôt que sur le serveur. Ça décharge aussi notre serveur dans ce sens-là. Un site, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on peut se faire nous des requêtes sur notre serveur et sur nos données. On peut aussi en faire à l'extérieur. C'est le principe de l'open data du coup, ou des API surtout des API, qui ont lancé les open data. Alors je suis en train de m'inscrire là-dessus, sur rapidapi.com. S'il veut bien. Non, il veut pas, ok. On va le faire à la main. Sympa. Magnifique site destination-agen.com. J'ai essayé de trouver du open data sur Agen. Il n'y en a pas énorme. Est-ce que je l'ai sur notre compte? Ok, voilà. Donc, le principe des API, c'est de pouvoir, pour un site, ouvrir ses données à des développeurs. Et donc, il y a plein de sites et il y a plein d'entreprises qui vont le proposer. Il y a des services gratuits, il y a des services payants. Mais en tout cas, dans un monde porté vers le digital, les API, c'est la clé pour s'insérer dans ce monde-là, dans une chaîne technique, de fournir un service à une autre boîte, etc., etc., et de se mettre, même si c'est gratuit, de se mettre en valeur, si c'est payant, de gagner de l'argent. Donc il y en a pour tout. Nous, on va se servir d'API gratuites, où l'accès aux données n'est pas payant, et où on peut récupérer des données sympas. Sur Rapid API, quand vous créez un compte, en fait, vous avez accès à plein d'API. Bon, il y en a des payantes, mais la plupart sont gratuites. Et c'est dans plein de catégories. On peut aller faire des recherches. Je vais dans toutes les catégories là.
Je choisis médical. Voilà, et tout ça c'est plein d'API avec des données et des algos dedans aussi. Ça va effectuer du boulot pour nous. Une API, on lui file des données, elle va les utiliser et elle va nous en renvoyer d'autres. Par exemple, on lui file une géoloc, elle va étudier la géoloc, elle va récupérer, je sais pas, des restos ou tiens, coronavirus, le nombre de gens autour de chez vous et elle peut vous rebalancer ce que eux ont prévu. Et après, selon ce que eux ont prévu de nous renvoyer, nous on peut aussi derrière jouer avec. Alors ça, par exemple, une autre API, j'ai un gros exercice là-dessus que je vous ferai suivre si vous voulez en zip avec la correction. JC Deco, qui est une énorme boîte française et internationale, ils fournissent des services de vélo en libre service à Lyon. Et pour ce service de vélo en libre service, ils ont de l'open data. Donc il y a une API, voilà, il y a des explications normalement, alors comme pour tous les autres services, soft, etc. Framework. Si vous avez une doc détaillée, c'est bon signe. S'il n'y a pas de doc, c'est moins bon signe. Cette API, elle permet. Alors, il y a des données statiques, il y a des données temps réel, et on peut récupérer le nombre de stations, le nom des stations dans la ville de Lyon, leur géolocalisation. On peut les repositionner sur une map. Ça, on va essayer de le faire. Le nombre de vélos, vous le voyez peut-être très mal, mais le nombre de vélos, il est là. Le nombre de places vides, la capacité totale, etc. etc. Donc, pourquoi c'est intéressant? Parce que, bon, eux, ils ont déjà leur appli, ils ont déjà leur borne qui fonctionne, etc. Pas de souci. Mais pour louer plus de vélos et vendre plus de vélos, cette API, elle est intéressante parce qu'elle va permettre, par exemple, aux développeurs de l'appli transport SNCF d'intégrer des données des vélos et par exemple quand vous arrivez à Lyon, votre appli SNCF elle s'ouvre en vous disant que vous avez trois choix possibles avec des connexions derrière développées pour trois API. Prendre un transport en commun et là il y a on récupère les données de il doit y avoir de l'open data sur les transports en commun à Lyon. Transport en commun Lyon open data. Là, j'ai les horaires théoriques. C'est sur data.gouv.fr. Donc c'est sûr, ça a été mis à jour le 3 décembre 2019. Et donc là, je pourrais proposer, en fonction de l'heure qu'il est sur le téléphone de mon utilisateur, la liste des prochains bus et trams et métro et bateaux et je sais pas ce qu'ils ont de dispo autour de la gare. Je pourrais lui proposer aussi, via une autre API, un service de taxi en lui disant il y a un taxi qui est disponible dans 12 minutes devant la gare pour vous amener à l'adresse que vous nous aviez indiquée avant votre voyage. Et je peux lui dire que aussi, à côté de lui, il y a une borne et même calculer selon le trajet qu'il va faire, quelle borne autour a des places vides pour lui indiquer carrément un trajet. Avec les API aussi
qu'on peut faire fonctionner de Google. On peut récupérer celles-là. Attention, par contre, elles peuvent être payantes. C'est aussi une manière de se rémunérer, de faire payer ces API. Mais celles de Google, elles sont pratiques. Elles vont carrément d'une adresse à l'autre. Vous envoyez une map avec un chemin et un temps de trajet. C'est les serveurs de Google qui vont calculer tout ça. Et donc, petit à petit, on peut arriver à construire un service avec plein d'API vers d'autres services. Tout ça, ça permet de mettre en valeur le produit. Alors, une fois que vous êtes inscrit là-dessus, à chaque fois que vous accédez pardon, à une page d'API, vous avez plusieurs exemples là. Les endpoints, en fait, les API, elles fonctionnent avec des URL. Donc, selon ce que vous mettez dans l'URL, l'API, elle va le récupérer. Et elle va le traiter et elle va vous renvoyer des données. Donc ici, c'est les différents types de recherche que je peux faire. Il y a du Node.js, il y a tous les langages. C'est pour ça qu'il est pratique ce site. Il y a même JavaScript jQuery. Ce qui veut dire que si je prends tout ça, sans trop me forcer, pas fait un gros effort là. Dans le main2.js, j'ai bien jQuery, j'ai tout ce qu'il faut. Hop, je vais essayer de voir si ce code là, donc une variable settings avec quelques infos à envoyer, et puis ici une fonction $.ajax où j'envoie dedans les settings. Une fois qu'elle est terminée, je vais récupérer la réponse et l'afficher dans la console. Hop. Voilà. Je suis en partage ici. Je vais regarder dans ma console. Dommage. Une erreur. 403. J'en teste une autre. Donc ça, alors pourquoi c'est bien jQuery? Ça c'est la version jQuery. Je peux aussi mettre la version JavaScript. Elle est là. Elle est moins potable, on va dire. Ah, et ici j'arrive à récupérer un message, c'est un peu mieux. Vous n'avez pas souscrit à l'API. Oui, parce que il y a un endroit où il faut s'inscrire. Non plus, c'est pas grave. On va chercher une autre. En tout cas, conclusion, le code il est pas très lourd pour les API externes. C'est pas beaucoup plus compliqué pour faire des requêtes sur nos fichiers PHP. Hein. Mais c'est simplifié au maximum pour que justement il y ait un maximum de développeurs qui l'utilisent et que du coup, bah, tout l'intérêt de Open Weather Map c'est de mettre en avant ces services. Et pour les mettre en avant, ces services d'API, il faut simplifier le code pour les développeurs pour que rapidement et uniformément on arrive à l'utiliser. Donc c'est pour ça que ce site là, Rapid API, il est hyper bien parce que vous avez plein d'API, il y a déjà les codes à récupérer, vous naviguez pas dans 200 sites à la recherche d'un truc qui pourrait fonctionner. Il y a assez de catégories, il y a assez de trucs pour...
Donc là, l'objectif, ça va être de récupérer une map qu'on va afficher sur la page. On va se faire le petit exo. On va se faire le petit exo sur les vélos. Pour récupérer une map, j'utilise ça, leaflet. C'est hyper pratique, ça marche bien. Il y a des tutos, il y a tout ce qu'il faut. Je vous mettrai les liens sur les Trello si nécessaire. Donc, guide de démarrage, comment intégrer une map. On a besoin d'une feuille de style CSS. Donc je vais aller la mettre dans mon index 2 avant mon main.css. Ça, on n'en a pas vraiment besoin, comme d'hab. Ça, c'est pour la partie visuelle. Et en bas, j'ai besoin d'un script qui est à mettre après le CSS. Bon, si ils veulent. De toute façon, moi, je vais le mettre en bas, après mon slider. Voilà. Mettre une div avec un ID, certain ID, où vous voulez voir apparaître la map. Donc on va aller, je reprends la page. On va le faire sur la première section et on va supprimer les contenus petit à petit. Donc sur la première section, dans le col MD4 ici, on va faire une div avec un ID my map. Voilà. Il faut définir absolument une hauteur. Bon, bah, dans main CSS. Hein. Dans main CSS, my map. « 420 px de hauteur. Donc pour initialiser la map, eux ils veulent en faire une au centre de Londres. Nous on va faire au centre de Lyon. Donc on ira modifier les coordonnées GPS après. Là c'est les coordonnées GPS, latitude et longitude, elles sont là, entre les crochets. Et ici c'est le zoom. C'est marqué sur la phrase au-dessus. Ça il faut que je le mette du coup dans mon document ready, dans mon main2.js. D'ailleurs le main.js. À bientôt, l'index à bientôt, et je fais ma variable ici. Attention, map ID là, c'est l'identifiant. Nous on a mis my-map. Ça se joue à rien, mais ça aurait tout fait planter. Enfin, vous auriez eu une erreur dans la console vous disant map ID est introuvable. Cette partie-là, elle permet, décidément, donc cette partie-là, elle permet de récupérer des tuiles. Les tuiles, c'est tous les carrés. Je sais pas si vous avez déjà eu les latences quand vous chargez une map, mais vous avez bien vu que ça se charge carré par carré. Et tout ça, c'est des tuiles en fait.
Voilà, donc là, je vais charger les tuiles en me connectant à une autre API qui est mapbox.com. Et ici, ID, Z, X, Y, Access Token, tout ça, ça va être remplacé par les infos qu'il y a ici. Et là-dedans, ils sont, je pense, dans la fonction tile layer. Elle doit le récupérer là-dedans. ZXY, je pense que c'est latitude, longitude et zoom. Enfin, c'est peut-être zoom, latitude et longitude, du coup. C'est pour ça qu'il y a Z devant. Ça doit être ça. Mais normalement, ça va fonctionner. Le seul truc qu'il faut faire gaffe, c'est ça là. Your Mapbox Access Token. Pour utiliser ces tuiles depuis Mapbox, vous devez faire une requête pour avoir un Access Token. C'est un jeton de connexion. Donc je vais me connecter à Mapbox. Je vais créer un compte. Euh, En fait, je crois que j'en ai déjà. Ah oui, non. S'il n'y a pas Google. Ils font chier. Alors. Bon, tant pis. Ici, Access Token. Par défaut. Celui-là, on va le tester. Donc tout ça, c'est une clé de sécurité qui va dans la chaîne de caractères qu'on a ici. C'est une grande clé de sécurité, mais c'est en fait pourquoi il y a des jetons comme ça de connexion, parce que forcément il faut que le fournisseur des données il puisse compter qui va et combien de fois on y va et on accède à ces services. C'est comme ça par exemple qu'on peut vous faire payer une API. Alors avant on n'utilisait pas ça, on utilisait un truc qui était encore plus simple, c'était Google Maps. Mais Google Maps c'est devenu payant depuis 2 ans, ou un an, depuis 2 ans je crois. Et c'est assez cher. Il y a une petite partie gratuite, mais le problème c'est que c'est les vues utilisateurs qui déclenchent le paiement. Donc si vous avez beaucoup de vues sur votre site, ça va vous déclencher le paiement. Et pour avoir accès à la version gratuite, il faut mettre sa carte bleue au cas où on dépasse. Donc c'est moins pratique. Enfin c'est moins pratique, c'est assez gênant ce changement de cap. Et on s'est rabattu, pas mal de développeurs se sont rabattus sur Leaflet, OpenStreetMap et Mapbox. Donc maintenant que j'ai mon Access Token, je reviens sur mon tuto. A priori, il est fini. Donc, je vais sauvegarder mon main2.js et je vais aller regarder le rendu. Et du coup, il est là. C'est ma page ça. Donc, ça marche direct. Si je modifie les coordonnées, alors, on va essayer de chercher du coup. Latitude et longitude. 45-75. Ça doit être celle-là. « 4.85. Au chargement de la page. Pardon, je crois que c'était la mienne. J'étais content. Non, elle est là. Là, j'ai Lyon qui se charge du coup, à la place de.
de Londres. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Petite parenthèse, mais du coup, avec sur le navigateur, vous avez le geolocation. Ici, par exemple, je vais récupérer l'objet, donc dans le navigateur, l'objet geolocation, et lui lancer la fonction getCurrentPosition. Il peut me faire, alors on va faire un console log. Et je dois pouvoir le voir apparaître, ça. Ici, j'ai mon avertissement. Veut connaître votre position. Si je fais autoriser, du coup, je me récupère ma géoloc. C'est cool, parce que si je me récupère ma géoloc ici, je suis pas obligé de faire un console log. Je peux faire latitude est égale à latitude. Longitude est égale à longitude. Qu'est-ce que j'ai mal fait là? Ouais. Ok. Voilà. Là, j'ai ma latitude et ma longitude ici. Latitude et longitude et je crois que c'est l'inverse. Non, alors c'est le nombre de chiffres après la virgule. On est où là? Je sais pas où on est parti. Ah, pas loin. Donc mon console log lat, il me balance un nombre trop grand. Faut que si je mets 44,82, ça doit passer. Un autre truc aussi, ici, faut faire gaffe. Ici, il attend un chiffre. Hein. Il attend du integer. Enfin, du même pas, pardon, pas du integer, mais si, il attend du. Enfin, il attend un nombre. Avec virgule, peut-être, mais il attend un nombre. Donc, faut faire gaffe à ce qu'on ne soit pas en train de récupérer avec la fonction ici. Pour ça aussi que c'est pas mal de faire un console log. C'est que derrière, là, j'ai la possibilité de vérifier est-ce que c'est une chaîne de caractères ou un nombre. C'est bien un nombre. Là, il faut qu'on supprime du coup 5 chiffres. Il faut qu'on garde que 2 chiffres après la virgule. Donc pour ça, comment on peut faire? On peut faire 100 fois la latitude. Ça me donne 44,82. Je pense qu'il y a une fonction pour supprimer quelques chiffres après la virgule, mais on peut le faire comme ça aussi. 100 fois la latitude, ça me donne les 4 chiffres dont j'ai besoin, mais enfin. Et si je le redivise par 100, tout ça, je retrouve 44,82. Du coup, j'ai plus qu'à faire un mat floor pour supprimer ce qu'il y a après la virgule à ce moment-là. Donc là, je garde que 44, enfin 4482. Ici, je le redivise par 100. J'ai 44,82. Faut aimer les maths. Hein.
Il y a que moi qui vois plus grand chose. C'est flou? Faut que j'attende un peu plus peut-être. Et si, non, Thomas, il n'y a pas une fonction directement qui permet d'arrondir. C'est ce que je disais, il doit y en avoir une. Mais Rendre, on va regarder. Java script. Arrondi à 2 chiffres après la virgule. To fixed 2, on va tester. Donc lat to fixed et entre parenthèses le nombre de chiffres après la virgule. Ouais, mais du coup là on est en chaîne de caractères. C'est bizarre d'ailleurs, mais bon. ouais. On va garder comme ça. Donc ici, c'est lat qui reprend cette valeur. La longitude c'est pareil. D'ailleurs, hop. On fait tout sur la même ligne et c'est réglé. Et maintenant, là, ça doit marcher. Enfoiré. Lat is not defined. Non, faut que je les renvoie. Non, pourquoi il le veut pas? Dans géolocation, réessaye de faire un console log de lat. Un coin, ça. Qu'est-ce que je les appelle là? Non, mais il y a un truc en. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça aussi. De toute façon, il te les remet hein, juste au-dessus de l'erreur. Donc ça fonctionne. La longue, là, c'est moins 0,5. Ah oui, j'avais pas vu. J'étais focus sur l'erreur en rouge, quoi. Donc c'est là qu'il les veut pas. Les variables sont pas enfermées dans la fonction. Ça ne va pas dans l'autre fonction. Elles sont pas globales. Non. Mais normalement, si je fais un return, quand même, il est censé la récupérer, quoi. Là. C'est ça qu'il faut que je fasse. Ouais, mais allons-y, des points virgules où il faut pas et tout, quoi. Moins 0,58, c'est pour ça. Ah ouais, mais non, c'est le premier. Donc, il ressort pas, là.
Je l'ai où lui? Lui là. Ok. Lui. Et là c'est... C'est pas ça, c'est point position, il y a un truc. Je vais trop vite. Mais non, mais... Sérieux. Hop. Et là c'est bon, non? De toute façon, en plus, il faut que je l'exécute. Là, ça doit être bon. Yes. Et oui, parce qu'il faut que je l'exécute si j'ai la géolocalisation en plus. Donc la fonction faire quelque chose, le console log de latitude que j'étais en train de faire, autant tout passer dedans. Et j'ai même pas besoin d'aller le stocker là-dedans, je crois qu'il va se lancer tout seul. Hein. Ouais. Donc ce code, bah là vu qu'il y a Talence, si je vous refile ce code, vous normalement si vous le lancez sur votre navigateur, ça vous ressort votre géologue à vous. Si, ça c'est l'étape 2. Il est où? Yes, ici. Alors je sais pas si on va le voir celui-là, faudrait récupérer latitude et longitude. Donc là je remets des coordonnées GPS sur un marqueur. Est-ce qu'il est automatique? Est-ce qu'il est chargé automatiquement? Ouais, il est là. Et si je le déplace un peu... Si? Si, mais c'était pour le mettre à un emplacement un peu différent. Là, il se déplace. Et si je veux avoir précisément la mienne, ouais, je mets lat et longue. Et c'est... Est-ce que c'est précis? C'est pas mal. Parce que j'habite dans cette rue, moi. Ouais, c'est pas mal. À 150 mètres près, c'est au bon endroit. Donc ça, c'est bien. Mais du coup, je peux même faire une boucle et en rajouter plusieurs. Juste une question, si je peux me permettre. Oui. Le fait qu'il y ait une petite
différence au niveau de la distance. Par exemple, les 150 mètres, c'est pas dû au fait que ça a été arrondi. Peut-être, et aussi au fait que ça doit être l'adresse IP qui ressort avec la borne. Enfin, là, ma géoloc, elle est relative à mon adresse IP, et c'est peut-être possiblement à cause de de la borne qui est pas pile chez moi, quoi. D'accord. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Non, c'est pas grave, c'est pour vérifier qu'il y en a qui sont pas à Ibiza, quoi. Et du coup, question si j'utilise un VPN de On Bora pourrait Bora, faire ça. VPN de Bora Bora. est-ce que je serai identifié dès là-haut ou pas? On pourrait tester, mais ça va tout couper. Parce que j'en ai un VPN, mais ça va tout couper. On teste. On testera après la pause. Là, ce que j'ai fait, juste, c'est je rajouter un deuxième marqueur en rajoutant 0001 à la. Allez, hop. À la latitude et à la longitude. Donc forcément, ça le décale. Ça le décale pas de beaucoup, du coup. Ça le décale comme ça. Là, les calculs mathématiques, on peut faire ce qu'on veut, du coup, à positionner sur une map. On pourrait aller calculer un cercle avec pi, puisqu'on a mat.pi, et on pourrait aller placer des points tout autour d'un cercle, autour de chez soi. On pourrait dessiner un. Mais je crois que c'est le cas sur le tuto. Alors, il est où Leaflet. On peut dessiner un cercle. Ah, si, il faut quand même l'arrondir. C'est les points, tu peux les placer précisément, mais le zoom, en fait, c'est fonction aussi du zoom. Parce que je vous ai pas montré, mais si je mets 12, je dézoome, et du coup, sur mon site, j'ai dézoomé là. Si je mets 9, j'ai beaucoup dézoomé. Et si je mets 3, du coup, vue Europe, quoi. Je sais plus jusqu'à combien ça va. Là, je suis à 18. Le zoom est activé aussi à la molette, le déplacement, le touch. Il y a des options, comme sur le BX Slider, on peut mettre des options pour désactiver tout ça. Le texte ici, vaut mieux le garder parce que du coup c'est open source et légalement il faut le garder. Mais il y a moyen de le mettre en display none comme tout le reste. Et je voulais voir du coup là-dessus. Alors c'est pas vraiment ça normalement. C'est pas vraiment ça. Le calcul, mais on pourrait faire un petit truc pour le confinement. Vous avez le droit d'aller à donc le radius là, on va pas mettre 500, on va mettre 1000. Et les coordonnées toujours pareil. Latitude et longitude. Et là ça va me dessiner du coup un cercle vert. Rouge, vert. Non mais la fatigue du matin quoi. Autour de ma géolocalisation à moi. Si je retrouve ma page. Là. Voilà, c'est à peu près ça. Sauf que le calcul il est pas fait comme ça. Normalement c'est avec l'appli et le calcul des rues. Donc selon si vous prenez plusieurs rues, enfin, vous pouvez pas tout le temps aller tout droit, donc c'est moindre. Mais ça c'est un cercle de 1 km autour de mon point. Et après on peut aller chercher des fonctions, elles existent déjà.
des centaines de fois, des gens l'ont fait, une fonction qui va aller récupérer dans un tableau toutes les coordonnées GPS qui correspondraient à ce cercle-là. Là, il y a besoin de pi du coup pour les connaître précisément et le savoir. Mais en gros, il faut calculer le rayon. Donc le rayon, il est de 1 km. À chaque fois que j'ai une adresse IP, je vais calculer si elle est, de combien elle est distante de ma géoloc à moi, avec Pythagore. Pour avoir le A carré plus B carré égale C carré. Je fais une petite pause sur l'enregistrement et l'étape d'après du coup ça va être d'aller sur ça va être de faire ça, de récupérer des marqueurs, mais pas simplement pour ma géoloc à moi, mais plutôt de charger un deuxième marqueur qui va et une boucle qui va aller charger les marqueurs en fonction du coup exactement de ça, d'un tableau, mais le tableau de JC Deco avec toutes les bornes vélo qu'il y a dans la ville de Lyon. Voilà, je fais une petite pause café, clope, et puis je reprends l'enregistrement qui est arrivé. 3, on se retrouve à 10. Cool, à de suite.